Et maintenant, je vais attaquer une partie sur tout ce qui est les vacances, avant l'entrée en prépa. Donc, je vais vous parler du matériel à avoir. Matériel qui est, en général, là, ce que je vais vous donner là, c'est un avis purement subjectif. Mais je trouve que j'aime bien, en tout cas, j'aurais bien aimé trouver sur Internet quand j'allais entrer en prépa, trouver des conseils sur l'organisation, le matériel à prendre. Parce que ça peut être utile, en tout cas, pas forcément de prendre exactement le matériel comme je vous dis, mais peut-être vous avez trouvé que dans le matériel que je vous conseille, il y en a un qui est intéressant, quelque chose qui est moins intéressant, mais il faut piocher ce qui vous plaît, ce qui vous semble utile. Donc de quoi a-t-on besoin en prépa déjà? Si vous entrez en prépa scientifique, vous avez besoin d'acheter les 3 œuvres de français au début d'année, puisque vous savez qu'en français, on va travailler sur 3 œuvres toute l'année, et donc il faut se les procurer pendant les vacances et les lire, hein, c'est idéal. Vous avez les 3 œuvres de français. Ensuite, au niveau de la calculatrice, c'est une question qui revient souvent, mais franchement, vous n'avez pas besoin d'une grosse calculatrice. C'est-à-dire qu'une calculatrice de lycée qui affiche des graphes suffit. Au lycée, je crois qu'en seconde, en tout cas dans mon lycée, on nous avait imposé d'acheter une calculatrice, c'était une TI 83. Et donc une calculatrice du genre TI 82, TI 83, ça convient parfaitement, puisque vous n'avez pas besoin, vous allez vous en servir presque jamais. Les seules fois où c'est utile, c'est soit pour faire des applications numériques en physique, soit pour faire des régressions linéaires en chimie, soit... et en maths, ça ne sert pas, par exemple. En maths, la calculatrice n'a aucun intérêt. Donc vraiment, je trouve qu'en général, la calculatrice que vous avez du lycée suffit largement. Il faut également prendre beaucoup, beaucoup de feuilles. Franchement, les feuilles, au début de l'année, j'en avais pris beaucoup. Je pensais que j'en aurais pour un bon moment. Finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Donc il faut vraiment prendre une grosse quantité de feuilles, mais ça vous pouvez l'acheter une fois que vous êtes en prépa, il y a pas urgence. Et concernant les feuilles, je me posais cette question aussi, prendre des feuilles petits carreaux ou grands carreaux. Ce que je peux vous dire, c'est que avant j'utilisais beaucoup de grands carreaux, et après une année à avoir utilisé des petits carreaux, je préfère largement les petits carreaux. Donc pour vous donner des raisons concrètes, c'est que déjà je trouve que c'est plus adapté pour écrire des formules mathématiques, parce que dans les grands carreaux en général, Euh, c'est vraiment c'est un détail, mais quand vous écrivez sur une ligne, euh, soit vous sautez une ligne et vous perdez beaucoup d'espace, soit vous sautez pas de ligne et ça fait un gros tas compact. Je trouve que c'est vraiment pas très lisible. Et donc soit vous perdez de l'espace, soit vous avez des feuilles qui sont une écriture qui est très compacte, ce qui est pas agréable à lire du tout. Alors que les petits carreaux, vous pouvez facilement sauter une ligne entre chacun et vous perdez peu d'espace et à la fois c'est assez lisible. Donc en fait c'est tout bête, c'est juste pour l'esthétique, en tout cas l'apparence du cours. Je trouve que c'est plus beau avec des feuilles petits carreaux. Et la deuxième raison, c'est que au concours, vous passerez les concours sur des feuilles petits carreaux. Donc ça peut être toujours intéressant d'avoir beaucoup écrit dessus avant pour avoir l'habitude du saut de ligne. Enfin, en tout cas, ça vous permet de vous habituer aux feuilles petits carreaux. Ensuite, feuilles doubles ou simples, ça c'est à vous de voir, mais franchement, les feuilles doubles, certes, vous avez besoin de moins de feuilles doubles que de feuilles simples, mais les feuilles doubles, c'est pas du tout agréable à lire lorsque vous relisez, que vous tournez votre cours parce qu'elles se coincent dans les anneaux des classeurs. Enfin, je trouve que c'est pas du tout agréable pour relire son cours. Donc je vous conseille des feuilles simples, petits carreaux. Personnellement, j'ai fonctionné avec ça toute l'année, c'était l'idéal. Euh, Ensuite, vous allez avoir besoin sûrement de pochettes plastique, puisque les profs distribuent des polis, ou de perforatrices. Je vous conseille de prendre une perforatrice pour éviter d'avoir à acheter 50 000 pochettes plastique, parce que dans certaines matières, ils distribuent vraiment beaucoup, beaucoup de polis. Donc l'idéal, c'est d'avoir une perforatrice, ça vous évite d'acheter des feuilles régulièrement. Et en plus, ça fait plus propre dans les classeurs qu'avoir un gros tas de pochettes plastique qui cachent vos feuilles normales. Euh, Ensuite, oui, j'ai parlé des classeurs. Parce que pour moi, l'idéal pour stocker et ranger ses cours, c'est d'utiliser des classeurs. Il y a des gens qui utilisaient des cahiers cette année. Après les cahiers, le problème c'est que déjà on peut pas réorganiser comme on veut, c'est pas pratique. C'est-à-dire que si par exemple, c'est arrivé souvent cette année, le prof fait un retour en arrière, 10 pages en arrière,
Si vous n'avez pas laissé d'espace, vous pouvez pas réécrire à cet endroit. Tandis que si vous avez un classeur, vous pouvez réorganiser les feuilles, glisser une feuille entre les deux. C'est vraiment beaucoup plus malléable. Et en plus de ça, les cahiers, si vous prenez des cahiers, il vous en faudra énormément, puisqu'on écrit beaucoup. Donc je vous conseille vraiment des classeurs. Prendre des classeurs de taille moyenne, un pour les maths, un pour la physique. Euh, de taille moyenne, parce que les tout petits classeurs, vraiment, ça se remplit super vite. Et après, de prendre des gros classeurs de rangement chez soi à anneaux, dans lesquels vous stockez les chapitres une fois que vous vous en servez plus. Donc un moyen classeur pour les maths, un classeur moyen pour la physique, et des gros classeurs pour les maths et la physique. Donc ça, faudra voir selon comment vous écrivez, mais vous les achetez au fur et à mesure. Et éventuellement des petits classeurs pour les autres matières. Je faisais ça l'année dernière, cette année je suis passé au trieur pour les autres matières, et c'était franchement le trieur, bah, du coup j'arrive au point d'après, le trieur. Si vous prenez un trieur pour les autres matières que maths physique, c'est-à-dire SI, informatique, en plus en SI informatique il distribue beaucoup de polis, donc le trieur est parfaitement adapté, et français, anglais. Et franchement le trieur c'est l'idéal, ça stocke bien les quatre matières. On en a très peu par semaine, donc on n'a pas besoin d'un gros classeur. Et un trieur ça convient parfaitement. Alors, pardon. Ensuite, un porte-vue. Porte-vue, ça peut être intéressant en informatique ou en SI, puisque les profs distribuent beaucoup de polis, donc ça peut être pratique. J'ai pas fonctionné avec, mais après avoir vu le nombre de polis qu'on a eu, franchement, ça peut être utile un porte-vue. Aussi, concernant l'ordinateur, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Faut-il prendre un ordinateur? Est-ce que c'est vraiment important en prépa? Est-ce qu'on s'en sert? Alors, objectivement, on s'en sert pas énormément, mais assez régulièrement quand même. C'est-à-dire, ça peut être utile pour quoi? Ça peut être pardon. Ça peut être utile pour récupérer les fichiers que les profs déposent en ligne. Nous, on avait un drive par exemple, et du coup, sur mon ordi, je pouvais récupérer les fichiers et ensuite les imprimer. Ça peut être utile pour coder en Python de temps en temps, puisque en informatique, ben, on code en Python ou en OCaml si vous prenez l'option. Mais de temps en temps, pour coder, en général, vous n'allez pas trop avoir la motivation, sauf si vous adorez l'informatique. Mais notamment si vous aimez beaucoup l'informatique, ça peut être intéressant pour coder régulièrement. Ensuite, pour rechercher, au second semestre, on va voir les TIPE, j'en parlerai plus tard. Mais pour faire des recherches internet, c'est très utile d'avoir son propre ordi. Sinon, il faut aller dans des salles le lycée où ils proposent des ordis. Et enfin, cette année particulièrement et en cette période, je dirais que c'est essentiel d'avoir un ordi pour éviter les confinements surprises, puisque cette année, on n'a pas eu trop de confinements en prépa, mais il y a beaucoup de moments dans l'année où c'était limite. On était à deux doigts d'être confiné. Et dans ce cas-là, si vous êtes confiné pour les cours en ligne, vraiment, il faut avoir un ordinateur. Le portable, c'est pas viable de suivre des cours sur un portable. Ça fatigue super vite de regarder sur un petit écran. Euh, et, euh, et rien que la fatigue de regarder sur l'écran, d'essayer de décrypter ce que le prof écrit, pour suivre un cours, c'est vraiment horrible un portable. Donc il faut vraiment avoir un ordi. Ensuite, pour taper, vous n'allez pas vous en servir pour taper des cours, par contre l'ordi, puisque on écrit surtout des formules de maths physique. Et donc à part si vous êtes très bon pour écrire en latex, c'est vraiment pas du tout pratique d'écrire des maths à l'ordi. Donc je déconseille pour tout ce qui est prise de notes ou écriture du cours. Et pour finir, non, il reste encore deux points concernant le matériel. Pour la trousse, dans la trousse en fait vous n'avez pas besoin de grand chose. En général, on a tendance à bourrer en arrivant en prépa, à prendre une grosse trousse bien mastoc pour avoir tout le matériel qu'il faut. Mais finalement, dans l'année, on ne se sert pas d'énormément de choses. Il faut avoir des stylos. Donc ça, c'est à vous de voir après quel stylo. Vous pouvez fonctionner avec des bics, vous pouvez fonctionner avec un stylo plume, je sais pas, ou avec des rollers. Mais il faut avoir beaucoup de stylos, ou en tout cas beaucoup d'encre, parce qu'on écrit beaucoup. Il faut avoir un crayon gris, une gomme, ça peut toujours être utile. Une règle classique. Après, ensuite, vous pouvez prendre du blanco, c'est-à-dire des souris ou des effaceurs. Mais par contre, il faut faire gaffe parce que
dans le sens où personnellement j'avais acheté des blancos toute l'année pour dès que vous faites une rature ou que vous vous trompez en écrivant, vous pouvez passer du blanco. Par contre, il faut savoir que les profs le déconseillent et que de ce que j'en sais, apparemment, à certains concours, les blancos sont interdits. Donc c'est quand même pratique lorsqu'on écrit le cours et qu'on fait une erreur de pouvoir mettre du blanco plutôt que de rayer, mais c'est fortement déconseillé. Vous pouvez le faire, mais en deuxième année, je ne sais pas si je vais continuer. Je vais essayer de moins utiliser de blanco, euh, justement pour les concours et surtout pour les concours en fait, parce que apparemment c'est interdit dans certains concours comme Central. Donc pour plus de renseignements, il faudra voir ma vidéo l'année prochaine. Euh, voilà. Ensuite, vous pouvez prendre des fluos, ça peut être utile lorsque vous avez des polices surlignés. Personnellement, je suis pas fan du surlignage, mais il y en a beaucoup qui aimaient bien. Euh, Après, en termes de, par exemple, d'équerre et de rapporteur, vraiment, on ne s'est jamais servi d'équerre ou de rapporteur, on ne fait pas de géométrie en prépa, ou en tout cas pas de la géométrie comme au lycée et au collège, donc le rapporteur, ça ne sert à rien, l'équerre, ça ne sert à rien. Le compas peut servir, notamment en physique, quand on fait des schémas. Le compas, par contre, ça peut vraiment être utile. C'est tout concernant la trousse. Et enfin, au niveau du matériel, il y a un dernier point, c'est les livres de cours. Il y en a beaucoup qui arrivent avant d'arriver en prépa, achètent beaucoup de livres du style j'intègre en maths et en physique. Et c'est pas forcément une mauvaise idée, mais je dirais qu'il faut peut-être attendre de voir à la rentrée. Enfin, en général, en plus c'est l'avis qu'on donne souvent quand on cherche sur les forums. Les gens conseillent d'attendre la rentrée. Déjà parce que les livres sont chers. Enfin, en tout cas, en général, ils sont à 50 euros, je crois, les gros bouquins j'intègre. Et c'est vraiment très cher pour quelque chose qui peut ne pas être utile. Il faut attendre de voir si le cours du prof vous convient. Ensuite, dans certains lycées, les deuxièmes années peuvent vous proposer leurs livres de première année. Je crois qu'il y a des bourses aux livres de temps en temps en début d'année. Et la dernière raison, c'est que le CDI, en général, il met à disposition des livres. Je sais que cette année, par exemple, au début, j'avais pas acheté de livres avant l'entrée en prépa. Puis au milieu de l'année, je me suis mis à utiliser des livres de physique parce que j'avais du mal à suivre le cours. J'avais pas de livre de physique, du coup, je suis allé voir au CDI. Et au CDI, le CDI du lycée du Parc en particulier, c'est vraiment gigantesque, il y a des livres partout. Donc vous n'avez vraiment pas besoin, si vous êtes dans un lycée qui a un gros CDI, d'acheter des livres. Le CDI a tellement de livres que vous pouvez en emprunter. En tout cas, au lycée, dans mon lycée, c'était très libre. Donc oui, tout ce que je dis, bien sûr, c'est en général, je donne des avis. Il faut pas prendre tout comme une vérité générale. J'utilise beaucoup je vous parle de beaucoup de choses qui étaient spécifiques à mon lycée. Et enfin, donc oui, pour revenir sur le CDI, si vous avez un bon CDI, un grand CDI, vous aurez probablement pas besoin d'acheter des livres de prépa puisque vous pourrez en emprunter assez facilement. Donc voilà, ne vous jetez pas sur les livres de prépa avant la rentrée. Euh, et maintenant, on va attaquer l'avant-dernière partie. Je vais vous parler des vacances avant la prépa. Que faut-il faire avant la prépa? Comment se préparer? Comment se préparer à la prépa? Oui, c'est pas. Mais en général, c'est un titre, c'est un truc qu'on trouve pas mal sur Internet. Déjà, il faut gérer tout ce qui est dossier d'inscription une fois qu'on a réussi la phase Parcoursup. Il y a pas mal de papiers à préparer. C'est assez contraignant la première année. Et ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous avez rempli le dossier d'inscription la première fois, vous pouvez, c'est-à-dire quand vous entrez en première année, vous allez devoir remplir un dossier d'inscription et fournir beaucoup de papiers. Mais ce que je vous conseille, c'est de tout numériser, comme ça, lorsque vous devrez remplir le dossier en deuxième année, vous aurez tous les papiers sous la main et ce sera beaucoup plus rapide. Au niveau du dossier aussi, euh, personnellement, quand j'ai reçu le dossier, le lycée envoyait un mail, et c'était un mail assez pas effrayant, mais je veux dire, ça mettait un peu la pression, quoi. Il disait de le renvoyer avant une semaine, auquel cas la candidature pourrait être remise en cause. Enfin, vraiment, il faut pas s'inquiéter pour ça, parce qu'à mon avis, ils mettent une telle pression au niveau du dossier pour que les gens se grouillent et rendent le dossier assez rapidement.
mais il n'y a pas vraiment de risque à être un petit peu en retard sur le dossier. Ils vont pas vous virer votre candidature parce que vous l'avez rendu 3 jours après la date limite. Donc il faut pas se mettre trop de pression là-dessus, même si je peux vous dire que dans le mail que le lycée avait envoyé, ça mettait pas mal la pression, je trouve. Vous avez aussi la question du choix de la LV2 hein, avant la prépa, puisque quand vous remplissez le dossier, en général, il vous demande si vous voulez une LV2. Ce que je vous conseille, c'est avant de vous poser les questions, est-ce que j'ai le niveau en LV2 ou pas, vous mettez une LV2, celle que vous avez au lycée par exemple, et à la rentrée, en fait, dans les trois quarts des lycées, je crois, il vous propose de suivre quelques cours, les premiers cours de langue. On peut les suivre sans forcément adhérer ensuite. Les profs sont assez libres à ce sujet, c'est-à-dire que moi j'avais pris LV2 allemand au début d'année. Je savais que ça allait pas être glorieux, mais au bout de 2 cours, j'ai vu que j'avais pas le niveau et j'ai pu partir de la LV2 sans aucun souci. Les profs sont vraiment compréhensifs et ça permet vraiment de voir son niveau sans commencer à se demander avant la rentrée est-ce qu'il faut prendre une LV2, est-ce que ça va me faire perdre du temps et autres. On peut faire ça un peu au feeling à la rentrée. Et maintenant, on attaque le sujet principal. Faut-il bosser pendant les vacances? Comment faut-il bosser? Que faut-il faire? Ça, c'est une question, je trouve, qui est assez importante. Euh, Par exemple, l'année dernière, je savais vraiment pas trop comment préparer la rentrée en prépa. Bon, certes, il faut lire les livres de français, mais une fois qu'on a lu les livres de français, bah, est-ce qu'il faut faire des maths? Qu'est-ce qu'il faut faire en maths? Est-ce qu'il faut faire de l'informatique? Est-ce qu'il faut faire de la physique? C'est beaucoup de questions. En général, les réponses qu'on trouve sur Internet, c'est il faut être solide sur le programme de terminale. Et cette réponse, je trouve qu'elle est, elle est, elle est pas satisfaisante parce que en terminale, on n'apprend pas grand-chose. Peut-être on apprend sûrement plus avec la réforme, mais en filière S, on n'apprenait pas beaucoup de trucs par rapport à ce qu'on a appris en prépa. Et être solide sur le programme de terminale, finalement, ça veut dire quoi? On va pas refaire tous les exos de terminale. Si on maîtrise, si on sait dériver, si on sait intégrer, il n'y a aucun problème en fait. Euh, et du coup, ça m'amène à ce que. Donc, il faut. En fait, en général, on trouve qu'il faut être solide sur le programme de terminale, mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a certains chapitres qui sont inutiles en terminale. En maths, les chapitres de géométrie ne servent à rien. En physique, le programme en terminale S, c'était complètement creux, il n'y avait vraiment rien à retenir. Et donc être solide sur le programme de terminale, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y avait vraiment pas grand-chose d'important en terminale. Et donc déjà, une fois que vous avez lu les œuvres de français, je vous conseille pour les œuvres de français de faire un résumé en notant par exemple les moments clés, quelles sont les citations qui vous ont marqué. Vous lisez en fait au fur et à mesure, et au fur et à mesure, sur des feuilles à côté, vous notez le résumé et quelques citations. Ça peut être utile de faire des recueils de citations pour la rentrée aussi. Donc bien sûr, retenez bien que le français en première année, c'est pas très important, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir lu les œuvres. Et une fois que vous avez lu les œuvres, bah, vous pouvez vous poser la question des maths et de la physique. Donc en maths, qu'est-ce que je vous conseille de faire? En maths, il faut déjà, en fait, il faut pas, il faut revoir certaines choses de terminale. Mais il faut être solide sur le programme de terminale, ça veut rien dire. Il faut revoir déjà tout ce qui est trigonométrie. L'idéal, c'est d'essayer d'apprendre plein de formules de trigonométrie, du genre cos A plus B, cos A plus cos B, ce type de formule de trigo. Il y a plein de fiches sur Internet sur lesquelles vous pouvez trouver plein de formules de trigo. Et au niveau de la mémorisation, si vous essayez de mémoriser toutes ces formules au cours de votre année de prépa, en général, on a beaucoup de choses auxquelles penser en prépa. Et c'est pas forcément idéal pour avoir une mémorisation à long terme. Donc ce que je vous conseille, c'est régulièrement pendant les vacances de regarder ces formules et de les apprendre. Et ça donne un gros avantage l'année d'après, puisqu'il y a pas mal d'exos où si vous connaissez une bonne formule de trigo, l'exo devient trivial, alors qu'il pourrait être très difficile en temps normal. Mais les formules de trigo, c'est vraiment, faut les voir comme des jokers en fait. De temps en temps, vous allez pouvoir sortir une formule de trigo
qui va vraiment simplifier l'exo. Ensuite, pour rester dans le même domaine, en fait, en terminale, il faut maîtriser tout ce qui est calcul de dérivées, primitives, intégrales. Ça, c'est vraiment, c'est hyper important de maîtriser ça, puisque en prépa, on nous apprend pas à calculer, on nous apprend beaucoup de notions, mais le calcul, c'est censé être acquis du lycée. On est censé avoir des réflexes en termes de dérivation, d'intégration. Et si on n'a pas ces réflexes, lorsqu'on va faire ces chapitres-là en prépa, ben, on n'aura pas le temps de les acquérir, puisqu'il y a des notions beaucoup plus poussées. Et donc, si on ne maîtrise pas le calcul de base, de dérivée, d'intégrale, je ne vous demande pas de savoir faire. Enfin, il ne faut pas savoir faire des techniques incroyables, mais il faut avoir des réflexes. C'est-à-dire que dès qu'on voit une expression, on sait comment on va la dériver et on essaie de la dériver assez rapidement, sans se tromper. Et à ce niveau, ce que je vous conseille, si vous voulez vous entraîner aux dérivées intégrales, vous pouvez essayer de faire des intégrations par partie. C'était pas au programme en terminale S, mais ça l'est peut-être avec la réforme. Et sinon, c'est vraiment pas très compliqué. Vous cherchez intégration par partie sur Internet. Et en fait, c'est une méthode pour intégrer qui vous conduit à manipuler et des intégrales et et des dérivés. Et c'est hyper formateur au niveau du calcul, puisque c'est un type de calcul dans lequel on fait beaucoup d'erreurs, notamment d'erreurs de signes. Si vous arrivez à maîtriser les intégrations par partie, c'est-à-dire que vous maîtrisez la dérivation, les intégrales, et également vous ne faites pas trop d'erreurs en calcul, et c'est les trois choses qui sont importantes au niveau du calcul en prépa. Et enfin, il faut maîtriser bien les nombres complexes. Je suis pas sûr qu'il l'ait gardé au programme d'options. Il me semble que c'est dans les programmes de maths expert ou quelque chose comme ça. Mais les nombres complexes, c'est vraiment très important, on s'en sert beaucoup, notamment en physique. Et si vous n'avez pas aussi des réflexes sur les nombres complexes, ça va être compliqué d'acquérir ces réflexes en prépa, puisqu'on n'a vraiment pas le temps de s'attarder sur le calcul en prépa. C'est des choses qui sont censées être maîtrisées. Et, et même, c'est censé être maîtrisé, ça l'est pas forcément. Des fois, les profs mettent pas trop l'accent dessus, mais c'est vraiment des choses essentielles en prépa. Et enfin, pour réviser tout ça, vous pouvez utiliser le poly de Louis Legrand. Je vous mettrai le fichier ou le lien en description. En fait, c'est un PDF que les profs de Louis Legrand aient mis à disposition. Je ne l'ai pas retrouvé sur internet, donc je ne sais pas s'ils l'ont enlevé ou si j'ai mal cherché. Mais dans tous les cas, je vous le mettrai en description. Et c'est un PDF sur lequel vous trouvez des exercices et du cours intermédiaire entre la prépa, intermédiaire entre le terminal et la prépa. Et ce poly, il est vraiment assez intéressant pour faire des révisions globales. Du moins la première partie, c'est un poly qui est en deux parties, et la deuxième partie, c'est vraiment axé sur le programme de prépa. Donc c'est pas très utile, je trouve, de la faire, mais la première partie permet de faire des bonnes révisions de tout ce qui est important en terminale. Et ça peut être bien si vous y jetez un coup d'œil. Et bien sûr, il faut garder en tête que ce poly, c'est vraiment un poly qui contient des exos très très durs. Il y a des exos qui sont numérotés avec des étoiles pour la difficulté. Il y en a plein qui sont même une, deux étoiles et que je trouvais très dur, que j'arrivais pas à faire. Et c'est pas pour autant que j'ai complètement raté mon année de prépa. Donc pour ça, il faut pas s'inquiéter si vous n'arrivez pas à faire des exos du poly. Ça témoigne pas du tout de la réussite en prépa. Et donc comme j'ai dit, oui, il faut surtout faire la première partie. La deuxième partie, c'est beaucoup moins utile, puisque c'est vraiment des notions de prépa, la deuxième partie. Et les profs vous l'expliqueront beaucoup mieux et vous apprendrez beaucoup plus rapidement qu'essayer de vous prendre la tête sur le poly. C'est vraiment pas l'idéal. Maintenant, au niveau de la physique-chimie, comment se préparer? Là, c'est beaucoup plus dur à dire. En physique-chimie, on n'a pas appris grand-chose en terminale. En tout cas, avant la réforme. Avec la réforme, peut-être il y a plus de notions à maîtriser. Mais avant, on n'avait pas grand-chose à retenir. Donc, ce que je vous conseille pour la physique-chimie, c'est peut-être de prendre de l'avance. En maths, je trouve que c'est pas une très bonne idée, mais en physique, euh, il y a beaucoup moins d'abstraction et c'est plus facile d'apprendre. Il y a beaucoup, peut-être plus de formules, de notions à apprendre et à comprendre qui sont largement accessibles depuis la terminale. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un livre de prépa ou
pouvez trouver sur internet. En fait, il y a beaucoup de cours sur internet, de cours de profs de prépa. Vous pouvez vous concentrer sur une partie, par exemple l'électrocinétique, et en fait, vous vous concentrez vraiment sur une partie. Il ne faut pas s'éparpiller et tenter de regarder un peu tout le programme de prépa, mais vous vous concentrez sur une partie, vous apprenez du cours, vous faites des exos, et vous essayez de comprendre pour avoir les bases. Comme ça, quand vous arriverez, si vous avez réalisé l'électrocinétique et que vous arrivez en électrocinétique en prépa, ben, vous allez avoir déjà des bases très solides, et vous allez directement pouvoir vous attaquer à des exos durs. Et ça peut être très utile, notamment si ça vous fait un répit pendant l'année. L'année va très vite, et si à un moment vous avez un chapitre que vous connaissez déjà, ça, ça soulage un peu. Après, tout ce qui est SI informatique, en SI, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner. J'en avais pas fait en terminale, j'étais en SSVT. Alors qu'une personne sur deux, il y a une personne sur deux qui avait fait SI, SVT en terminale, et une personne sur deux à peu près SI. Mais c'est pas parce qu'on a fait SVT qu'on va avoir du mal en prépa, en SI. Surtout avec la réforme maintenant, vu que la plupart des gens auront pris maths physique, il n'y aura pas vraiment de différence avec la SI. Donc j'ai pas vraiment de conseils. On repart de zéro. En informatique, c'est un peu différent. On repart de zéro, on apprend la programmation en Python. Python, c'est un langage, donc je vous conseille d'aller voir sur le site de France IEI, je vous mettrai le lien en description. En prépa, en tout cas dans toutes les prépas scientifiques, on apprend la programmation en Python. On reprend les bases à zéro. Mais par contre, là, je trouve que c'est très utile d'avoir déjà codé un peu avant, de maîtriser les bases de Python. Pas forcément des choses très poussées, mais d'avoir les mots-clés de base, de maîtriser les notions de base en fait. Euh, et, euh, et donc vous pouvez essayer de coder pendant les vacances, ça peut être très utile. Si vous êtes déjà bien familier avec Python, il y a le projet Euler. C'est un ensemble de problèmes sur Internet qui peuvent être résolus en écrivant des programmes avec Python. Je vous mets le lien en description. Et c'est aussi assez intéressant si vous aimez l'informatique. Maintenant, au niveau de l'anglais, comment travailler l'anglais? Alors, je dirais que l'anglais, étonnamment, c'est peut-être derrière les maths la deuxième matière la plus importante à travailler, parce que c'est une matière sur laquelle le travail à long terme paye, et le travail à court terme paye très peu. C'est une matière aussi pour laquelle on n'a pas de temps à consacrer en prépa. Il y a pas mal de gens qui négligent l'anglais, alors que c'est une matière qui se retrouve partout dans tous les concours. Et en ayant un bon niveau en anglais, on est sûr d'avoir un petit avantage par rapport à d'autres personnes au concours. Donc c'est vraiment important de travailler l'anglais. Surtout si vous avez un niveau moyen en terminale. En général, les gens qui arrivent ont des niveaux moyens, moyens plus. Enfin, soit vous êtes. En général, il y avait soit des bilingues, soit des gens qui ont un niveau moyen, c'est-à-dire qui ont fait un peu d'anglais hors cours et qui apprennent leur anglais en cours. Et dans ce cas, ça peut être très utile de travailler l'anglais, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des cols d'anglais. Et si vous parlez bien anglais à l'oral, vous allez avoir une bonne note en colle d'anglais. Ça, j'en parlerai dans la deuxième vidéo, mais le fait d'être bilingue ou de maîtriser bien l'anglais a plus d'importance que d'avoir un profil littéraire et de faire des bonnes analyses. Et donc, on n'a pas beaucoup le temps de travailler l'anglais en prépa. On a à peine le temps de faire les devoirs obligatoires. Donc, en fait, le niveau que vous avez en entrant en prépa, il va baisser parce que vous ferez sûrement moins d'anglais en prépa que pendant les vacances. Mais le niveau initial, il détermine grandement le niveau à l'arrivée. Vous ne ferez pas une percée en anglais en prépa, faut le préparer avant. Pour le travailler, ce que je conseille déjà, c'est de mettre tous les films, séries, vidéos YouTube, tout ça en anglais. Ça améliore la compréhension orale. Ensuite, vous pouvez également essayer de lire des bouquins en anglais. J'avais lu par exemple Harry Potter en anglais, et c'est très utile parce que ça améliore votre compréhension écrite. Vous comprenez beaucoup plus vite les phrases. C'est-à-dire que en fait, c'est assez marrant parce que lorsque vous lisez des livres en anglais, beaucoup de livres en anglais, après vous comprenez plus forcément, vous n'êtes pas forcément capable de traduire exactement mot à mot ce que l'auteur dit, mais vous comprenez le sens de la phrase. Et je trouve que c'est une capacité qui se développe beaucoup en lisant beaucoup en anglais. Le fait de comprendre ce que veut dire la phrase sans pouvoir la traduire mot à mot. Et c'est assez pratique lorsque vous devez lire des articles en col d'anglais. Alors je reprends la vidéo, j'ai eu un petit problème de stockage de données. L'ordi région était plein. Mais aussi ça m'a permis de me rendre compte que la vidéo va être sacrément longue.
Donc ce que je vais faire, je pense, je vais la couper en deux parties. Je vais peut-être faire une partie d'abord la phase d'admission et ensuite sur les vacances, c'est le matériel. Donc je viens d'y penser là. Et donc j'en étais sur l'anglais. Comment travailler l'anglais en prépa? Donc j'ai donné des conseils au niveau du tout ce qui est film, série. Voilà, mettez vos films, séries, vidéos en anglais et lisez des bouquins en anglais, ça peut être très utile. Euh, et en dernier conseil, ce que j'ai trouvé vraiment très utile et que j'ai découvert pendant les vacances d'été, il y a des applications sur le Play Store qui permettent de discuter avec des natifs anglais par exemple, et des applications qui vous permettent d'apprendre l'anglais puisque elles sont faites pour que les gens puissent corriger vos fautes ou dans le but que vous discutiez avec des anglais qui peuvent aussi voir vos erreurs. Et ça permet d'entendre de l'anglais, d'écrire de l'anglais et de parler de l'anglais si vous parlez avec des audios par exemple. Il y a une application qui s'appelait Tandem que j'avais installée et franchement j'ai trouvé que c'était un moyen de travailler l'anglais qui est pas du tout contraignant. Autant ouvrir un bouquin de grammaire et d'essayer de faire de l'anglais, ça donne pas très envie, c'est assez rebutant. Mais installer une application et discuter avec des gens en anglais, je trouvais que c'était vraiment pas une contrainte et mine de rien, ça permettait de pas mal progresser en anglais. Donc je vous conseille vraiment d'installer l'application. Je mets le lien en description. Elle s'appelle Tandem et ça permet de discuter avec des natifs en fait. Et pour les plus motivés, ce que vous pouvez faire pour travailler l'anglais pendant les vacances, vous pouvez essayer d'apprendre du vocabulaire. Pour ça, vous cherchez soit sur internet du vocabulaire utile, soit quand vous lisez un livre en anglais par exemple, vous notez dès qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez, dont le sens vous paraît important, vous notez le mot et une fois que c'est fait, après vous allez sur votre ordi et vous cherchez le sens, le- l'exemple, par exemple une phrase dans laquelle il est utilisé. Mais vous ne cherchez pas juste comme ça, vous utilisez aussi le logiciel Anki. Donc je pense que ça commence à être pas mal connu maintenant. Anki, c'est un logiciel qui permet de créer des flashcards, c'est-à-dire c'est des cartes à deux faces, des cartes virtuelles, sur lesquelles, par exemple, sur une face, vous pouvez mettre un côté français, un côté anglais. Et le logiciel vous affiche le côté français, et vous devez retrouver la traduction en anglais, soit l'inverse. Donc ça va permettre de travailler de différentes façons. Le gros avantage du logiciel, c'est qu'il vous repropose le mot, c'est-à-dire en fait, vous avez des listes de mots à réviser chaque jour. Et une fois que vous avez révisé la liste de mots, selon comment la difficulté que vous avez eu à retrouver le mot, il vous le reproposera plus ou moins tard. Et en fait, ça optimise le temps de révision, dans le sens où un mot que vous connaissez très bien, il va vous le reproposer dans très longtemps. Et c'est très efficace en fait comme méthode pour apprendre du vocabulaire. Attention, il y a par contre un gros danger à cette application, enfin un danger. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui n'est pas apparent au départ. On a l'impression d'apprendre beaucoup de vocabulaire, oui c'est super, on est capable de ressortir des listes de, je sais pas, 300 mots de vocabulaire. Mais le souci c'est que déjà si vous apprenez trop de vocabulaire, si vous rentrez trop de mots dans Anki, vous allez vite être dépassé. Personnellement cette année, au bout de 6 mois, j'étais dépassé parce que j'avais rentré pas mal de vocabulaire. Et en fait, s'il y a un jour où vous apprenez pas votre vocabulaire, bah, si vous avez eu par exemple, vous deviez apprendre 80 mots, les 80 mots restent, et le jour d'après, vous en avez 80 de plus. Donc au final, vous arrivez très vite si vous oubliez une semaine à des quantités astronomiques de mots, et quand vous êtes à ce stade, c'est irrattrapable, ça donne plus envie de réviser. Donc il faut faire très attention à ne pas rentrer trop de vocabulaire. Il vaut mieux peu de vocabulaire, mais du vocabulaire qu'on maîtrise. Et aussi, il faut faire attention, ça c'est plus subtil, mais lorsque vous apprenez des mots avec Anki, en fait, vous allez être facilement capable de ressortir la traduction dans l'autre sens. Si vous apprenez, je sais pas, un mot en français et que on vous propose le mot en français, vous devez le ressortir en anglais, vous allez très facilement le ressortir. Par contre, dès que vous allez devoir l'employer en situation, il va pas du tout vous venir en tête. Euh, il va falloir en fait essayer d'utiliser les mots que vous apprenez sur Anki dans des situations, dans des discussions en anglais, de les employer. En fait, il faut se forcer à les employer parce que sinon, ils vont jamais venir naturellement et ils viendront que quand on vous propose la traduction en français. Donc, en fait, c'est utile d'apprendre ce vocable, mais le plus important, c'est d'essayer de le réutiliser après dans un autre contexte qu'Anki
parce que sinon vous n'allez jamais le réutiliser. Et enfin, l'idéal, le top pour préparer l'anglais, c'est de lire la presse. C'est ce que les profs conseillent en général, mais c'est assez contraignant. En fait, lire la presse en soi, c'est pas si contraignant que ça. Mais personnellement, je sais que je retiens pas grand-chose quand je lis un article. Il faut vraiment prendre des notes. Et dès qu'il faut prendre des notes, ben, ça devient trop contraignant. Donc, soit si vous retenez bien, si vous arrivez bien à retenir dès que vous lisez un article l'idée principale, ben, ça peut être très bien de lire la presse. Sinon, il faut peut-être essayer de faire des résumés rapides, mais c'est direct plus contraignant. Ça, c'est à vous de voir. Et en général, il vaut mieux se faire une culture générale en anglais avant la prépa, se renseigner par exemple sur la politique américaine, se renseigner sur la famille royale anglaise, se renseigner sur le climat. Ça, c'est des thèmes qui reviennent souvent. Puisqu'en col d'anglais, en gros, je vous décrirai plus précisément plus tard, enfin dans une prochaine vidéo, mais le principe c'est qu'on vous donne un article sur un thème, et en général, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent souvent. Et cet article, il faut l'analyser, il faut pouvoir faire un commentaire, puis un résumé, puis un commentaire. Et donc il faut avoir des choses à dire et faut avoir une certaine culture générale, que je n'avais pas beaucoup. Voilà, c'est important de se tenir au courant de l'actualité et d'avoir des bases solides sur le climat, ce type de choses. Euh, Ensuite, une chose très importante qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut se reposer avant les vacances. C'est hyper important de prendre du repos. Enfin, qu'on oublie souvent, non. En général, les gens prennent du repos, mais on peut vite se stresser en pensant qu'il faut absolument travailler pour réussir à la rentrée. Mais il ne faut pas arriver en ayant travaillé 3 heures par jour en ayant travaillé genre 5 heures par jour pendant un mois. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de travailler plutôt sur une longue durée, mais jamais des gros horaires d'affilée. Par exemple, vous n'allez pas travailler 5 heures d'affilée les 3 jours avant la rentrée. Il vaut mieux travailler 2 semaines avant la rentrée, 2 heures par jour. Et donc, en fait, il faut essayer d'être régulier, mais sans trop se fatiguer, pour qu'une fois que vous arrivez à la rentrée, vous ne soyez pas épuisé. Parce que le meilleur moyen de rater sa prépa, c'est d'arriver en étant épuisé à la rentrée. Dans ce cas-là, vous n'allez pas tenir très longtemps. Donc, essayez de bien prendre du repos, de déstresser. Juste avant la rentrée, les 2 à 5 jours avant la rentrée, en général, je conseille plutôt de s'y prendre tôt, c'est-à-dire de réviser bien avant les dernières semaines et d'essayer de la dernière semaine de ne pas faire grand-chose parce que c'est assez stressant. On va rentrer en prépa, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a beaucoup de stress, donc niveau efficacité de travail, c'est pas terrible. Et surtout, le travail vous rajouterez du stress encore. Donc vraiment, essayez de vous reposer les derniers jours avant la rentrée. Aller faire du sport, aller courir, ça peut être bien de faire du sport parce qu'on a moins de temps en prépa. Mais j'y reviendrai, ça aussi. Je trouve que le sport en prépa, c'est quelque chose de très bénéfique. Et enfin, pour finir la vidéo, je vais vous parler de mon état d'esprit avant la rentrée. Donc, en fait, là, c'est une introduction à la seconde vidéo. Je vais vous présenter quels sont les ressentis qu'on peut avoir avant la rentrée, le stress, la phase d'admission, ma phase d'admission. Parce que justement, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je trouve que c'est pas mal d'avoir sur internet des témoignages comme ça assez personnels pour se rendre compte finalement de comment on peut vivre l'entrée en prépa plutôt que des descriptions formelles qui apportent pas grand chose en soi. C'est beaucoup mieux d'être d'avoir des témoignages concrets. On arrive mieux à s'imaginer comment peut se passer l'année. Et moi j'avais adoré la vidéo de Lucas Williams, c'est un peu dans la même optique que je fais cette vidéo. Donc pour vous décrire mes vacances, euh, déjà en terminale on a eu une année un peu particulière, mais moins particulière que cette année je pense. Puisque quand j'étais en terminale, c'était l'année où en mars on a été confiné, le premier confinement, et donc on n'a pas pu aller en cours de mars jusqu'à la fin d'année, on a eu des cours en visio. Et donc c'était à la fois la période de Parcoursup, mais c'est aussi une période que j'ai trouvée très fatigante, parce que les cours en distanciel, en visio, c'est vraiment pas l'idéal, ça fatigue très vite d'être devant un ordinateur constamment. Et je sais pas, je trouve que c'est pas agréable de bosser chez soi, il n'y a aucune motivation. Donc c'était une période assez difficile. Donc je reprends maintenant la vidéo, j'ai eu un second problème, mais cette fois-ci c'est bien réglé. Donc
En première, je disais, j'avais vu la vidéo de Lucas Williams, qui était vraiment une énorme source de motivation pour intégrer une prépa. Et du coup, j'avais envie de faire le même parcours. Et bah, pour ça, je voulais intégrer Pierre de Fermat à Toulouse. Et donc, bah, c'est une prépa qui était quand même assez sélective, donc j'avais vraiment beaucoup de motivation et je travaillais à peu près 2 heures par soir en terminale. Dans le but d'avoir soit Pierre de Fermat à Toulouse, c'était vraiment l'endroit qui me semblait le mieux, soit Joffre à Montpellier, qui était pas très loin de chez moi. Et enfin, j'avais vu le lycée du Parc que j'avais visité pendant une sortie scolaire, mais c'était vraiment ces trois lycées qui me faisaient envie, mais surtout Pierre de Fermat. Et donc j'avais une grosse pression et je travaillais pas mal. Et malgré ça, au résultat de Parcoursup, forcément, donc je vous l'ai dit, je crois, au début de la vidéo, mais j'ai été refusé, enfin j'ai été en 800e en liste d'attente à Fermat. Donc 800e, c'était genre 100 places en dessous du dernier admis l'année d'avant. Donc c'était vraiment un gros coup dur sur ce coup-là, parce que j'avais bossé toute l'année, mais au final, il y avait vraiment pas de regret dans le sens où j'aurais pas pu faire, je me voyais pas faire plus que ce que j'avais fait. J'avais peut-être mal travaillé, mais j'avais vraiment beaucoup bossé. Euh, et avec ça, à côté de ça, j'étais, je crois, donc j'ai noté 62e au parc en liste d'attente. Donc j'étais à peu près sûr d'être pris. Et par contre, les grandes prépas parisiennes, bon, ils m'ont refusé direct en MPSI. En PCSI, c'est plus accessible. Euh, donc c'est là que les choix commencent, puisqu'au début, Parcoursup, vous avez un certain délai pour dire oui à un vœu et refuser les autres. Et là, c'était un choix assez difficile, puisque j'étais pris sans internat. Au bout de quelques jours, j'étais pris sans internat au parc, mais j'avais été pris avec internat à Joffre, près de chez moi. Et du coup, prendre, euh, euh, prendre sans internat, en fait, c'était un dilemme dans le sens où soit je prenais l'internat et j'étais à Joffre et j'étais sûr d'être bien logé et que c'était un bon lycée, Joffre, soit j'essayais d'avoir le lycée du Parc, mais dans ce cas-là, il y avait un risque de pas avoir l'internat et se loger à Lyon, c'est compliqué. Donc après réflexion, j'avais pris sans internat au Parc. C'était peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que on a lors de la phase de Parcoursup, c'est très dur de faire des choix et on est vite confronté à des dilemmes. Donc il faut vraiment travailler le plus possible, ou en tout cas le mieux possible, pour avoir les prépas qu'on veut. Et donc j'ai gardé le parc sans internat pendant un mois. Et, euh, en voyant que les listes de Fermat étaient foutues, parce que j'étais sans place en dessous du dernier admis, et que j'étais finalement accepté avec internat au parc au bout d'un mois, je crois. Bah, j'ai pris le parc avec internat et j'ai accepté définitivement. Bah, c'est là que les vacances avant la rentrée en prépa ont vraiment commencé. Puisque avec l'internat, en plus, on n'a pas de logement pour lequel se soucier. Mais si vous n'avez pas l'internat, bah, il faut regarder rapidement quels sont les logements disponibles à proximité. Euh, et aussi regarder les résultats du Crous si vous avez demandé des logements Crous. Parce que il faut pas attendre le dernier moment, ça, sinon c'est très compliqué. Il n'y a plus beaucoup de place au dernier moment. Pour vous décrire la période, euh, on avait le relevé de notes du bac et qui était basé sur nos moyennes de l'année cette année-là. Donc c'était pas vraiment important et franchement les notes du bac ça n'a aucun, enfin du moment que vous avez votre bac, après c'est sûr c'est mieux d'avoir des mentions, mais du moment que vous avez votre bac, ça n'a aucun intérêt pour la prépa, les notes du bac. Donc vraiment, on a les notes du bac, quoi. Mais c'était pas, il n'y avait pas de déception ou de joie ou quoi que ce soit, surtout cette année où on n'avait pas passé le bac, c'était basé sur le contrôle continu. Et donc, une fois qu'on a accepté la prépa, le lycée nous envoie le dossier d'inscription. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il donne un délai très court pour. En tout cas, il met beaucoup la pression, le lycée met beaucoup la pression pour qu'on rende le dossier rapidement. Je crois qu'il disait de l'envoyer avant une semaine. Et il y a pas mal de papiers à réunir, donc ne stressez pas. Et lorsque vous récupérez les papiers, pensez à les scanner. Comme ça, l'année prochaine, ça ira beaucoup plus vite dès que vous devrez reconstituer le dossier. C'est aussi une période où on se pose beaucoup de questions.
Personnellement, je me demandais, je stressais pas mal. J'avais vu les vidéos de Lucas Williams dont je vous ai parlé, donc ça me permettait de déstresser un peu, d'imaginer un peu à quoi ressemblait la prépa. Mais malgré ça, il y a beaucoup de stress lié. On sait pas trop comment préparer la rentrée, quoi faire. Et c'était vraiment super stressant comme période. Du coup, je regardais. Enfin, c'était assez stressant, quoi. J'étais pas non plus. On est en vacances, quoi. Mais je regardais beaucoup les forums, je cherchais des vidéos, des sites qui renseignent sur la prépa pour avoir une vision de comment ça peut se passer. Et donc, dans cette optique, je vous conseille d'aller voir sur le forum prépa.org. Le lien c'est prépa.org, mais je vous le mettrai en description, sur lequel il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de conseils, des préparationnaires qui partagent leur expérience, par exemple, je sais pas, au niveau du matériel, au niveau de l'année en prépa, comment elle se passe. Enfin, c'est vraiment une mine d'or, quoi. On peut trouver de tous les sujets dessus. Il faut juste chercher un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes. Donc, je vous conseille d'aller voir ce forum si vous voulez un peu déstresser avant la rentrée. Et sinon, aussi, regardez si votre lycée n'a pas un site ou un serveur Discord. Je sais qu'au lycée, par exemple, je sais plus où je l'avais trouvé, mais on a, pour ceux qui rejoignent le lycée du Parc, il y a un serveur Discord des prépas qui avait été créé. Et donc ça permettait de parler déjà avec des deuxième années, enfin des gens qui passaient en deuxième année. Et ça permettait vraiment. Enfin, les deuxième années, ils commençaient déjà à nous intégrer, ils nous parlaient des profs, de l'année en prépa. C'était vraiment sympa parce que on s'imagine vraiment dans la prépa et on est moins perdu que si on arrive à la rentrée en ne connaissant personne en prépa et sans savoir vraiment ce qu'est la prépa. Donc je vous conseille de vous, enfin en tout cas si vous stressez pas tant mieux, mais si vous avez un peu d'appréhension concernant la rentrée, ben, n'hésitez pas à aller voir sur ce forum ou à chercher des serveurs sur lesquels vous pouvez discuter avec les gens de votre lycée. Mais avec du recul, c'est inutile de se poser autant de questions sur comment va se passer l'année. Il faut juste éviter de stresser avant la rentrée. En général, on se pose des questions pour tout et n'importe quoi, et c'est pas très productif, euh, mais, euh, mais ça permet de déstresser en fait, c'est ça le seul objectif. Donc évitez de vous poser trop de questions, mais allez voir sur des forums si vous vous en posez. Pendant l'été, j'étais dans l'optique de bosser à fond le français et l'anglais. Je m'étais dit que c'était des matières qu'on négligeait. Et j'ai pas forcément beaucoup bossé les maths comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure. Enfin, je vous ai conseillé de bosser les maths, ce que j'ai pas forcément fait parce que je savais pas trop quoi bosser, mais avec du recul, c'est vraiment très utile comme je vous l'ai dit, de bosser le calcul de primitives, d'intégrales. Et donc j'avais bossé à fond le français et l'anglais, j'avais fait des résumés des œuvres. Le français, vraiment, c'était du travail complètement inutile, hein, parce que j'avais passé beaucoup de temps pour rien, en fait. Parce que les œuvres, elles servent qu'en première année, déjà. Et en plus, on a eu genre 2 DS dans l'année, où je crois que j'avais fait 30 pages par œuvre. Vraiment, j'avais fait que ça pendant l'été. Et ça m'a servi à rien, je les ai jamais relus parce que j'avais pas le courage. Donc vraiment, ne passez pas trop de temps sur le français, lisez les œuvres et faites des courts résumés. J'avais bossé l'anglais également à fond, avec l'application que je vous ai conseillé tout à l'heure, pour parler avec des natifs, parce que c'était pas du tout contraignant. Donc voilà, de temps en temps, j'allais sur l'application, je parlais, et ça me permettait de bosser les structures de phrases, de parler à l'oral, travailler la compréhension. Et ça m'a quand même pas mal été utile, ça, l'anglais. Vraiment, bosser l'anglais, ça paye. En tout cas, en début d'année, je n'étais pas parmi les meilleurs en anglais, mais je m'en sortais pas mal. Je trouvais que j'avais un bon niveau, quoi, que j'avais pas forcément en terminale. Donc j'ai fait très peu de maths, comme je vous l'ai dit. Et puis, avant la rentrée, donc le 30 août, c'était un jour avant la rentrée des internes. On est rentré le 1er, et les internes rentraient le 31. Le stress, il montait vraiment à fond. Je sais que je me réveillais vers 4 heures du matin parce que j'essayais de pas trop y penser, mais on pense à la rentrée, on se dit comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir, enfin, beaucoup de questions. Et du coup, il faut essayer de déstresser. Donc pour ça, je vous conseille de vraiment pas travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas, faites des choses qui vous plaisent, lisez des livres, traînez sur YouTube, écoutez de la musique, ou allez voir des amis.
enfin, d'essayer de ne pas faire des choses stressantes qui font penser à la rentrée et au scolaire. Parce que c'est bien assez stressant la première semaine. Et donc ce qui m'amène, donc la vidéo va bientôt s'achever, mais le lundi 31 août, on a eu la rentrée. En fait, c'est une sorte de transition avec la prochaine vidéo où je vais vous parler de mon année en prépa. Lundi 31 août, on est rentré dans l'après-midi. En tout cas, on était accueillis les internes dans l'après-midi. Et il y avait déjà des pseudo-soirées organisées le soir. Des petites soirées vu le contexte sanitaire, mais et c'était en extérieur et avec les masques. Mais déjà, on était un peu accueillis. Donc dans l'après-midi, les internes, on arrivait à 14h. Et vraiment, le jour de la rentrée, c'est hyper stressant. Du coup, je traînais sur YouTube, j'essayais de penser à rien. Enfin, il faut essayer de relativiser, de ne pas penser à la rentrée qui est imminente. Et ben, j'ai pris le TGV à Montpellier pour aller à Lyon avec deux valises parce que quand on arrive en internat, l'idéal c'est de venir que nos parents nous amènent le premier jour. Moi, ils pouvaient pas parce qu'ils travaillaient, mais si vos parents peuvent vous amener avec les affaires, c'est beaucoup plus pratique puisque sinon avec deux valises, ça va être compliqué rien que pour amener les draps la couette. Donc vraiment, si vos parents peuvent vous amener, c'est l'idéal. Sinon, bah, prenez des valises, mais c'est plus compliqué. Et ne prenez pas toutes vos affaires la première fois si vous venez en train parce que vous n'y arriverez pas. Et donc, je suis arrivé à Lyon. C'était la deuxième fois que je venais à Lyon. La première fois, c'était pour les portes ouvertes où j'avais visité le lycée. Au début, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, je viens pas d'une très grande ville, donc c'était la deuxième fois que je venais à Lyon. Et rien que voir une grande ville avec beaucoup d'endroits, beaucoup de magasins, c'est tout con, mais c'est assez grandiose, je trouve. Et vraiment, au début, ça donne une impression de grand. J'avais juste envie de visiter la ville, d'aller partout, de voir tout ce qu'on peut y voir. C'est vraiment des bons moments le début de l'année. Je vous conseille vraiment d'essayer de profiter un max au début de l'année. Mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Et donc, cette vidéo est maintenant finie. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous donner une vision de l'année de prépa. Donc j'espère que je ne bafouille pas trop dans cette vidéo. Mais c'est la première fois que je filmais, donc c'est sûrement possible que j'ai du mal à faire mes phrases. Mais dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous donner une vision beaucoup plus personnelle de l'année de prépa, comment je l'ai vécu, les ressentis, et à chaque fois, bien sûr, en alternant avec des conseils et des erreurs à éviter. Et surtout, le but en fait de ces vidéos, c'est de permettre aux gens d'avoir une expérience concrète de la prépa, de voir comment l'année peut se passer et de s'imaginer, en fait, d'essayer, je sais pas, de s'identifier, de se dire ah ouais, ça pourrait se passer comme ça pourrait être sympa si ça se passait de la même manière. Moi, j'avais beaucoup regardé la vidéo de Lucas Willems justement parce que ça me permettait de déstresser et de. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir des expériences, que quelqu'un nous raconte son expérience de l'année de prépa. Et donc j'avais envie de faire pareil. Et attention, votre année sera sûrement pas pareille que la mienne, mais l'objectif c'est seulement de démystifier la prépa, qui est derrière les descriptions assez formelles qu'on trouve sur Internet. Euh, et pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que après avoir vu la vidéo de Lucas Williams, j'avais vraiment un très bonne a priori de la prépa, je pensais. En tout cas, je pensais avoir un très bon a priori de la prépa. J'avais l'impression que l'année allait être géniale. Enfin, en tout cas, la vision qu'ils m'ont donnée, je l'appréciais beaucoup. Et finalement, l'année que j'ai passée, elle s'est moins bien passée que ce que je l'imaginais. Parce que déjà, quand on nous raconte la prépa et quand on vit la prépa, c'est pas la même chose. Mais déjà, il y a ça. Et aussi le fait que il y a plein de choses qui racontaient dans ces vidéos qui se sont pas passées pareil pour moi et qui se passeront pas pareil pour vous quand je vous raconterai mon année. Donc ça permet de bien déstresser, de bien s'imaginer une année en prépa, mais il faut surtout pas garder en tête faut surtout pas croire que l'année se passera quasiment exactement pareil. Ça permet surtout d'aborder l'année plus sereinement et de démystifier la prépa. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant finie. Je pense que je vais couper la vidéo en deux. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.
J'espère que je devrais la faire vers mi-août. Après, il faudra préparer la rentrée. Donc je vais essayer de vous faire cette vidéo sur mon année de prépa. Je vous souhaite bonnes vacances et bonne rentrée surtout.